Bonjour Edouard Valency, je vous remercie d'avoir accepté l'interview. Vous avez été chargé d'études sur la dissuasion nucléaire au ministère français de la Défense dans la délégation générale de l'armement pendant plus de 15 ans. Vous avez aussi dirigé une PME d'intelligence économique. Vous publiez dans la revue INSI 21 également. Vous avez notamment publié Chine, la longue marche vers le futur chez VA Éditions et La stratégie nucléaire de la Chine, armes et doctrine chez Armatan. Nous sommes très curieux de votre analyse et de votre regard en premier lieu sur les questions de dissuasion nucléaire dans la région du Nord-Est asiatique, et notamment sur les questions de prolifération nucléaire en Corée du Nord. Il y a quelques années, l'ancien président américain Donald Trump avait rencontré Kim Jong-un à 3 reprises, donc en 2018 et 2019, pour tenter d'initier un processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Que reste-t-il de ces initiatives et comment a évolué la politique américaine sur ces sujets depuis l'accession au pouvoir de Joe Biden? Il y a quelque chose de positif au départ dans la démarche de Trump, c'est de vouloir faire évoluer une question qui était bloquée depuis des dizaines d'années. C'est l'élément positif. Là où est la limite de sa démarche, c'est qu'il souhaite voir la Corée du Nord renoncer à ses armes nucléaires du jour au lendemain, en tous les cas à très brève échéance, et qui ne lui propose rien d'acceptable en échange. C'est quoi quelque chose d'acceptable? C'est le retour à la paix. C'est aider à la réunification, au moins politique, de la péninsule, avec deux États symétriques. Et cette offre, il ne peut pas la faire à la Corée du Nord car il est bloqué par la politique intérieure des États-Unis et le peuple américain qui ne le commanderait pas. C'est la même chose avec Joe Biden. Il est toujours à réclamer la disparition de ce qui existe, c'est-à-dire des forces nucléaires crédibles, et qu'il ne propose rien en échange. Par conséquent, toutes ces démarches sont vouées à la, je ne vais pas dire à l'échec, à la non-existence. Et justement, depuis l'échec de ces sommets, la Corée du Nord a fait de nombreux tirs de missiles, dont le fameux missile balistique intercontinental à combustible solide, le Hwasong-18. Comment la Corée du Nord a-t-elle pu disposer de technologies balistiques aussi avancées et aussi rapidement? A-t-elle bénéficié d'aide extérieure? Certainement, les premières aides que tout le monde oublie, c'est les publications dans Internet. Simplement sur l'art ou de dessiner une arme nucléaire, c'est sur Internet, y compris les armes nucléaires les plus secrètes, celles qui étaient très secrètes, auxquelles personne n'avait accès. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, au moins en ce qui concerne les missiles, euh, la Corée du Nord a bénéficié tout bêtement de transferts venant de l'Ukraine en totale décomposition, qui ne savaient pas quoi faire de la technologie soviétique dont elle était détentrice et qui avait bien besoin d'argent, et elle a tout simplement monnayé les moteurs principaux des missiles à la Corée du Nord. C'est comme ça que la Corée du Nord a appris, a su et été capable d'assembler des missiles modernes. À cela s'ajoute une chose. S'il a pu le faire, c'est que la Corée du Nord a derrière elle, par son système d'éducation nationale, des ingénieurs de haut niveau qui sont capables de grandes choses. Alors, que pensez-vous de la réaction des Américains et des Alliés suite à ces tirs de missiles?
Et que prévoit-il, à part des sanctions, pour empêcher la Corée du Nord de développer ses nouvelles forces nucléaires à l'avenir? Ils doivent constater leur existence. C'est plus la peine de dire qu'ils veulent l'arrêter. Il faut tirer les conséquences de l'existence des forces nucléaires stratégiques de dissuasion de la Corée du Nord. C'est ce que réclamerait une politique internationale raisonnable. On a vu récemment la visite de Kim Jong-un en Russie, donc de Vladimir Poutine. Que pensez-vous justement de ce rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie? Et que signifie-t-elle? Est-ce que cela signifie qu'il y a eu un échange de procédés entre euh, la possibilité de recevoir des missiles de la part de la Russie en échange de munitions pour la guerre menée par la Russie en Ukraine? Je crois qu'il ne faut pas se tromper dans la hiérarchie des relations de la Corée du Nord. L'interlocuteur principal de la Corée du Nord, c'est la Chine. La Russie, c'est un interlocuteur secondaire. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les dimensions de la frontière avec la Russie qui sont minimes. Le pays qui techniquement, militairement aide la Corée du Nord, c'est la Chine. Ben justement, parlant de la Chine, on a vu récemment l'arrivée au pouvoir de présidents largement favorables à un alignement aux Américains en Corée du Sud avec le président Yoon et aux Philippines avec le président Ferdinand Marcos Jr. Que cela signifie pour la Chine et est-ce que cela change la donne dans la confrontation entre les États-Unis et la Chine? Alors, pour la Chine, c'est manifestement une évolution à laquelle elle est défavorable. Elle peut voir dans cette évolution les effets négatifs d'une politique trop agressive de la Corée du Nord. Et c'est un avis personnel, la politique de la Chine aujourd'hui est de demander au président coréen de mettre la pédale douce et d'éviter que se forme, contre la menace qu'elle représente, une alliance qui en même temps, et peut-être plus encore, est tournée ou peut être tournée contre la Chine. Est-ce que justement on pourrait aller plus loin et dire que cela freine la diplomatie chinoise alors qu'elle est en train de façonner une réforme du multilatéralisme dans le monde avec notamment l'élargissement des BRICS à la péninsule arabique? Est-ce que justement la Chine qui est irritée de voir le développement nucléaire nord-coréen, que la Chine pourrait être freinée dans sa diplomatie dans le monde? Dans la question que vous venez de poser, je retiendrai juste un mot, les affaires nucléaires. Et j'attire votre attention sur l'événement extraordinaire qui s'est produit du jour au lendemain. Les responsables de la dissuasion nucléaire chinoise, c'est-à-dire des hauts personnages qui sont en contact direct avec le président, en une semaine, ont disparu. Cela est dû, me semble-t-il, aux éléments suivants. L'industrie nucléaire et stratégique chinoise a aidé doublement la Corée du Nord. D'une part, elle lui a appris à remplacer dans ses missiles intercontinentaux des propulseurs liquides par des propulseurs solides. La différence est que des propulseurs liquides, il faut 24 heures pour les tirer. Dans l'autre cas, ils peuvent l'être en quelques minutes. Autrement dit, le caractère dissuasif des missiles nord-coréens, du jour au lendemain, s'est trouvé transformé grâce à l'industrie nucléaire chinoise. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en quelques mois ou quelques années, on a vu la Corée du Nord
miniaturiser ses têtes nucléaires. Là encore, c'est, je pense, l'industrie de dissuasion chinoise qui lui a donné les plans et la manière de le faire. Le résultat a été que, sûr de lui, du jour au lendemain, Kim Jong-un a commencé à jouer les gros bras, a permis l'alliance qui s'est construite, triple alliance de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis, et c'était là quelque chose qui était très désagréable au président chinois, qui a tenu à y mettre le holà en sanctionnant les responsables qu'il avait permis. Et justement, à propos de cette relation trilatérale entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, on a vu que le président Biden a invité ses homologues coréens et japonais au camp David. Est-ce que justement, on voit que cette menace nord-coréenne renforce la coopération entre les Japonais, les Coréens et les Américains au détriment de la Chine? Est-ce qu'on peut imaginer que la Chine mette un jour une pression sur la Corée du Nord pour creuser un fossé entre le Japon et la Corée du Sud? Ce qui est certain, et au moins dans ses discours, on le voit apparaître, à chaque possibilité de le faire, le président chinois rappelle à la mesure le président nord-coréen. Compte tenu de l'état de la Corée du Nord, les besoins qui sont les siens en matière d'énergie, de pétrole et autres, la Chine a de multiples moyens de faire pression. Car actuellement, normalement, la quantité de pétrole que peut recevoir la Corée du Nord se trouve extrêmement limitée par les accords de l'ONU et quotidiennement, des bateaux chinois aident la Corée du Nord à contourner l'embargo qu'elle a sur le pétrolier. Il suffit d'arrêter ça pour faire la pression dont vous parlez. Oui, je pense que la Chine a tous les moyens de faire pression sur la Corée du Nord. Bah justement, sur ces sanctions, est-ce qu'on pourrait évoquer l'aspect humanitaire des sanctions, enfin les conséquences des sanctions sur la population civile en Corée du Nord? On se rappelle de l'épisode en Irak dans les années 90. On a vu des centaines de milliers d'enfants morts en Irak suite aux sanctions appliquées pour désarmer l'Irak. Est-ce que ces sanctions occidentales ont des conséquences sur la population civile et comment pourrait-on faire ou quels seraient les dispositifs pour justement soulager la population et apporter de l'aide à la population? Je vais vous reprendre. Ce ne sont pas des sanctions occidentales, ce sont des sanctions américaines. Et j'explique. Les sanctions qui ont été votées par l'ONU sont des sanctions mesurées qui portent exclusivement sur l'aide à la fabrication, au développement des forces de dissuasion nord-coréennes. Ces sanctions ont été étendues et très largement développées par les États-Unis par un biais. Il interdit l'utilisation du dollar dans le commerce avec la Corée du Nord. Par conséquent, il prive la Corée du Nord de tout ce qui touche à l'alimentation et à l'industrie agricole. Ce ne sont pas des sanctions à proprement parler occidentales, c'est une interprétation des sanctions de l'ONU faites par les États-Unis. Elles sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas, à mon avis, s'il y a eu des famines en Corée du Nord, le fait des États-Unis, je crois hélas plutôt que c'est fait dû aux erreurs du gouvernement nord-coréen, de la présidence nord-coréenne elle-même. Voilà.
Mais si on suit votre raisonnement et qu'on ne peut pas empêcher la Corée du Nord de disposer d'armes nucléaires, est-ce qu'on peut, à l'extrême, imaginer un jour que la Corée du Sud se dote de l'arme nucléaire face à la Corée du Nord? Est-ce qu'il serait possible qu'elle se retire du TNP? Euh, Alors, c'est ce que le président actuel de la Corée du Sud le souhaitait. Il a les, Joe Biden, les États-Unis lui ont fait discrètement savoir que ce n'était pas possible. Il a essayé dans un deuxième temps, à la place, d'avoir accès à la programmation des armes nucléaires américaines dans la région de l'Asie. Et c'est une demande qu'il a faite ouvertement, le président sud-coréen. 24 heures après, Joe Biden lui faisait savoir sèchement qu'il n'en était pas question, qu'il pourrait bien y avoir des exercices nucléaires avec la Corée du Sud et les États-Unis, mais sur le papier exclusivement. Voilà. on a vu que la Corée du Nord, donc, elle a pu s'appuyer sur un vivier de scientifiques pour poursuivre le programme nucléaire et balistique. Est-ce que les États-Unis n'ont pas sous-estimé la capacité des scientifiques nord-coréens à réaliser ces exploits scientifiques? Nous avons tous sous-estimé la capacité scientifique et technologique de la Corée du Nord. Et s'il y a une leçon que l'on tire ou que l'on devrait tirer des développements stratégiques nord-coréens, c'est de constater que nous ne connaissons rien du pays dans sa réalité et qu'il est temps de rouvrir plus largement les échanges pacifiques avec ce pays pour savoir enfin ce qu'il est. Nous ne le savons pas. Mais si on rappelle alors maintenant toutes les erreurs des administrations américaines depuis Bush, on remarque à chaque fois le même tournure d'événements, c'est-à-dire un début de négociation, puis ensuite les États-Unis qui se retirent des négociations, et on voit à chaque fois la Corée du Nord poursuivre ses avancées dans le programme nucléaire et balistique. Est-ce que vous pensez que les États-Unis ont tiré des leçons de ces échecs répétés? Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont changer leur manière de procéder avec la Corée du Nord? Euh, pour l'instant, on n'en voit pas le début. Ce que je vais vous rappeler, c'est qu'il y a eu un président américain qui a su avoir la vision de ce qu'étaient les États-Unis dans un nouveau monde et le monde autour des États-Unis, c'est le président Nixon qui a su en son temps nouer des relations de nouveau avec la Russie, avec l'Union soviétique et qui a reconnu la Chine, ou qui a aidé à reconnaître la Chine. Eh bien, il faut espérer que de prochaines élections nous permettent d'avoir un président américain républicain qui ait les mêmes qualités, quand il avait des qualités, que Nixon. Mais justement, pour poursuivre, parce que Nixon disposait d'un soutien dans les deux camps, Parti démocrate et Parti républicain, quand il est parti en Chine, vous ne semblez pas d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'imaginer un accord bipartisan pour négocier avec la Corée du Nord et peut-être accepter que la Corée du Nord dispose d'armes Non, nucléaires? à court terme, ça paraît impossible. Les États-Unis sont dans un état euh, de dissension interne tel que le pays est dans un bien triste état. C'est une catastrophe, hein, les États-Unis actuellement. Soyons clairs. Ça a commencé avec. Alors, je vais vous dire, ma thèse sur Nixon est la suivante. Oui. Il y a le fameux Watergate. Quand on regarde, quand on a vu ce qu'était comment s'appelle, la gorge profonde qui le renseignait, c'était le directeur adjoint du FBI. C'est donc quelqu'un de droite qui le. Et je pense qu'on a viré Nixon, non pas pour l'affaire du Watergate, mais parce qu'il avait fait son accord avec l'Union soviétique et la Chine.
Et le président d'après a détruit tout ce que Nixon avait fait. Voilà. Ça, c'est ma thèse. Le Watergate, c'est pas le Watergate, c'est le Chinagate. On lui reproche d'avoir réglé la question de Taïwan, d'avoir fait la paix, etc. Et c'est pour ça qu'il a été viré par la droite. Et elle a été très maligne à droite. Elle s'est servie du Washington Post en faisant croire que c'était la gauche. Pas du tout. C'est pas les démocrates qui ont viré. Ça, c'est mon point de vue personnel. C'est pas les démocrates qui ont viré Nixon. C'est les républicains. D'accord. Mais justement, on voit cette logique de bloc, donc Japon, Corée du Sud, Amérique, face à Corée du Nord, Russie, Chine. Est-ce que cette logique de bloc va perdurer dans le temps ou bien... La Chine ne le veut pas. Hein. Les industriels américains et les industriels des pays alliés des États-Unis n'en veulent pas non plus. Tout le monde économique souhaite la paix et ne souhaite pas des blocs qui s'affrontent. Donc, on l'a vu tout à fait avec l'affaire des puces. Le blocage des puces est une décision de l'administration présidentielle à la demande du président contre l'avis des industriels qui l'ont fait très vite savoir. Et de plus, aujourd'hui, puisque la Chine vient d'annoncer qu'elle savait réaliser des puces à 7 nanos, autrement dit, pas ce qu'il y a de plus avancé en matière de puces, mais juste avant, c'est l'échec complet des sanctions. Et tous les industriels des pays alliés, c'est-à-dire de Taïwan, de la Corée du Sud, demandent aux États-Unis de revenir en arrière. Et ce qui est plus intéressant encore, les industriels américains ont été les premiers à le déplorer. Pas les alliés des États-Unis, les industriels américains. D'accord. Donc pour vous, les industriels américains pourraient changer la logique qu'il y a aujourd'hui, la logique de bloc, de confrontation. C'est leur souhait. C'est leur souhait parce qu'ils sont gagnants. C'est des domaines où ils dominent le monde. Donc ils ont envie d'avoir accès au monde. Il y a un 16e domaine où il pourrait y avoir ça. C'est l'industrie de santé. Une des fautes de Joe Biden n'a pas été de réduire un peu les crédits militaires et de mettre sur le marché 50 milliards de dollars pour pouvoir vacciner contre la Covid le monde entier. C'est une faute. Ils avaient un moyen de se montrer généreux avec l'humanité. Ils n'ont pas su le faire. Et pour moi, l'avenir des États-Unis, c'est un avenir au profit du monde, en prenant des distances par rapport aux militaires et en s'imposant comme la nation qui fait la santé du monde. Elle peut le faire. Donc pour vous, on se dirige vers un monde multipolaire et non un monde de blocs. Je pense. Voilà, c'est tout. Je vous remercie, Edouard Valassi. Je rappelle, vous avez publié Chine, la longue marche vers le futur chez VA Éditions et la stratégie nucléaire de la Chine, armes et doctrine chez Armatron. Je vous remercie pour l'interview. Merci beaucoup. Merci à vous.